In 2016, I declared, I am your voice. Today, I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Je serai votre vengeance. C'était en 2023. En tout cas, on peut dire que Donald Trump a beaucoup de suite dans les idées. C'est ce qu'il promet de faire et ce qu'il a sans doute commencé à faire quand on regarde les différentes nominations du cabinet. En tout cas, ça a été une année vraiment teintée de cette actualité américaine. On ne peut pas détourner le regard. C'est impossible. Alors, on effectue un retour sur ces événements absolument incontournables avec des amis de l'émission. D'abord, Martine Saint-Victor, stratège en communication et directrice générale à Edelman Montréal. Bonsoir, Martine. Bienvenue. Bonsoir, merci. Et tout loin là-bas, au bout du fil, Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir Anne-Marie. Alors, bonsoir, bienvenue. Merci à tous les deux. Écoutez, on va faire le bilan de l'année, mais comme on vient de parler de Donald Trump et de la guerre tarifaire et de ses commentaires sur le Canada, ça fait partie de nous. On voit l'impact de cette élection. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on doit revoir le gazouillis de Trump quand il se fait très méprisant? Donc, il parle encore du grand État du Canada, du gouverneur Trudeau, puis il dit que Mme Freeland est toxique, puis elle ne nous manquera pas. C'est de la bonne communication, Martine? C'est-à-dire que bonne communication ou non, ça marche. C'est-à-dire que, et même avec l'extrait de 2023 que vous avez montré, c'est-à-dire que c'est un langage qui marche, qui trouve preneur. Je crois qu'il faut surveiller lorsque M. Trump utilise le terme gouverneur. Évidemment, c'est en faisant référence au Canada qui pourrait être un 51e État selon lui. Donc, il faut surveiller ça. Et puis, bon, par rapport à ses attaques à Chrystia Freeland, ça fait partie de ses meilleurs succès, c'est-à-dire qu'il attaque souvent les femmes qui lui tiennent tête. Alors, c'est pas surprenant. Alors, pour vous, Frédéric, c'est l'intimidateur? Mais Trump a dit qu'il voulait aller plus rapidement et plus loin que la première fois, puis on le voit dans la manière dont il traite la relation avec le Canada. Parce que lors de sa première présidence, il y avait eu des droits de douane sur certaines de nos exportations, l'acier, l'aluminium. Cette fois, ce qu'il promet, c'est sur toutes nos exportations. Et le pourcentage est encore plus élevé que la première fois, 25 au lieu de 10 ou 20 comme la première fois. Et il va plus vite que la première fois. Il n'est même pas encore à la Maison-Blanche. Et ce sont les attaques personnelles envers notre premier ministre qu'il nargue pas juste à une reprise, à plusieurs reprises, en le qualifiant de gouverneur du Canada. Là, les gouverneurs aux États-Unis, ce sont l'équivalent de nos premiers ministres provinciaux ici au Canada. Donc, ce que Trump est en train de dire, c'est que le Canada n'est pas de taille, finalement, avec les États-Unis. Et ce que ça nous démontre, c'est à 4 reprises, à 5 reprises depuis l'élection du 5 novembre, il y a à peine un mois, un peu plus d'un mois. C'est un avant-goût des 4 prochaines années pour le Canada. Ça risque d'être pas très évident à gérer pour la suite des choses. Et pour faire un peu le suivi sur ce que je discutais avec mon collègue Louis Blouin, Trump, c'était The Apprentice, c'était la télé, c'était un homme de spectacle, Martine. Puis j'entendais peut-être que le message de Washington au Canada en parlant de Mme Freeland, parce que c'est une femme qui tombe au combat d'une certaine manière. J'entendais le « you're fired ». Il n'y a pas besoin de le dire autour de la table à Mar-a-Lago, mais c'est « you're fired ». Oui, c'est un peu ça. Et vous avez raison de rappeler que c'est The Apprentice et tout ça parce que c'est un personnage qui a été amplifié par les médias, justement. C'est pour ça que sa réaction lors de sa nomination en tant que personne de l'année The Time a été... il était très content. Il l'a répété souvent. Pourquoi? Parce que pour lui, cette reconnaissance des médias veut dire plus que d'autres choses. Parlons des démocrates maintenant, parce qu'on a tellement parlé de Trump qu'il ne faut pas oublier les démocrates. Ils ont perdu, Frédéric, mais est-ce que c'est une défaite si humiliante que ça quand on regarde les derniers chiffres du vote populaire? Bien, c'est moins humiliant que ce à quoi on s'attendait, disons, le soir de l'élection. On se disait, il reste des votes à compter, il reste des votes à compter. Et Trump pourrait finalement terminer cette élection-là avec plus de 50 du vote populaire. Donc, finalement, c'est pas autant, Trump le dira pas, mais il n'y a pas eu autant de votes à l'échelle du pays qu'il l'aurait souhaité probablement. C'est vrai qu'il a gagné les 7 États clés de l'élection dont on a tellement parlé lors de cette présidentielle-là.
Mais au Congrès des États-Unis, Anne-Marie, ça risque d'être assez compliqué pour la suite des choses parce que la victoire à la Chambre des représentants, tout particulièrement, elle est courte. C'était 220 républicains, 215 démocrates au lendemain de ces élections-là. Mais là, Trump a choisi des républicains de la Chambre pour combler des postes dans son administration. Son conseiller à la sécurité nationale, Elise Stefanik, qui sera ambassadrice à l'ONU. Donc, la majorité républicaine à la Chambre est encore plus petite que ce qu'elle était. On est peut-être à 216, 215 pour les prochains mois. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment pas certain que la Chambre va toujours aller de l'avant avec ce que Trump demande. Et on le sait, là, la Chambre et le Sénat votent les budgets, votent les lois fédérales. Donc, Trump va pouvoir gouverner à sa guise sur plusieurs dossiers. Mais quand il faudra des fonds et des budgets, par exemple, pour poursuivre la construction du mur américano-mexicain à la frontière, c'est pas dit que le Congrès va toujours lui donner ce qu'il souhaite. Et je termine là-dessus, il y a aussi des élections. Bon, on en parle encore, mais il y aura encore des élections bientôt aux États-Unis, de mi-mandat en 2026. C'est demain, et on ça, se prépare oui. déjà. Oui. Et bonne nouvelle pour les démocrates, habituellement, le parti qui n'est pas au pouvoir à la Maison-Blanche gagne des sièges au Congrès. Donc, la majorité républicaine à la Chambre, là, elle est loin d'être acquise après ces élections-là. Est-ce que le bilan du côté démocrate qui vont se redéfinir puis voir le rôle que Mme Harris, quel rôle aimeriez-vous qu'elle joue, d'une part, Martine, et aussi le fait qu'on a beaucoup reproché aux démocrates d'être devenu le parti vraiment de l'élite au détriment de la classe ouvrière. On dit que si Trump a gagné, c'est parce que puis malgré ces milliardaires autour de lui, les 9 ou 10 maintenant qui vont gérer le pays, que lui est maintenant le parti des gens vulnérables. Maintenant, pour votre première question, le rôle que Mme Harris devra jouer, je ne sais pas parce que j'ai quand même le souvenir de la deuxième élection de mi-mandat de Barack Obama où certains démocrates disaient pas nécessaire de venir dans notre comté, M. Obama. Ça dépend de la popularité encore publique de Mme Harris. Je pense que c'est peut-être trop tôt pour la mesurer. Je lui souhaite d'aller au privé à Mme Harris. Mais il y a d'autres démocrates. Elle pourrait être gouverneur. On pense qu'elle pourrait devenir gouverneur de la Californie, oui, parce que Gavin Newsom ne pourra pas se représenter, surtout que je crois qu'il a les yeux sur la Maison-Blanche. Mais de toute manière, le Parti démocrate a des ténors qui pourront, que ce soit Bill Clinton, que ce soit Barack Obama, que ce soit Nancy Pelosi, qui pourront peut-être les aider. Mais comme Frédéric a dit, nous sommes toujours en élection. Donc cette élection de mi-mandat, dans 2 ans, on voit qu'il y a des démocrates qui se positionnent déjà. Et pour eux, c'est important parce que lorsqu'on les voit, les émissions dans les matinales, par exemple, dire, vous savez, le Parti démocrate doit faire mieux, on doit plus parler à la classe moyenne, ils reprennent ces clips-là et les utilisent dans des publicités dans leur comté. Donc ce positionnement a commencé le 6 novembre. Et on voit qu'il y a, si on veut, une division, un clash au sein du Parti démocrate, c'est-à-dire certains qui sont très vocaux, qui disent non, on doit faire mieux, et d'autres, au contraire, qui continuent, si vous voulez, la ligne de parti. Je pense que ce qu'on va avoir dans le message des démocrates, et pour parler encore de Gavin Newsom, lui, il a donné le ton pendant la campagne, c'est-à-dire, il a dit, nous devons être moins timides de nos succès, nous devons être plus patriotiques. Et ça, on l'a vu lors de la Convention, cette espèce de reprise du message patriotique, le bleu, blanc, rouge, le drapeau, qui était souvent, si on veut, chose du Parti républicain. Le Parti démocrate l'a repris. Et ce n'est pas anodin que ce soit Gavin Newsom qui le dise haut et fort qu'il faut reprendre ce message parce que, encore une fois, il a certainement les yeux sur la Maison-Blanche. Et comme on le disait tout à l'heure avec Frédéric, l'écart entre les deux n'est pas si grand que ne le prétend Donald Trump, puisqu'il y a la plus grande majorité des républicains. Alors, ce n'est pas le cas. Question particulière pour vous, Frédéric, parce que dans les universités, on se soucie beaucoup de la liberté d'expression, les discours, c'est important, l'analyse et tout ça. Et là, Trump s'engage dans des poursuites contre les médias. D'abord, on a parlé du sondage avec vous, le fameux, la responsable du sondage de l'Iowa, quelques jours avant l'élection, mettait plusieurs points d'avance à Kamala Harris. Il a tenté une poursuite contre elle. Il a fait une entente à l'amiable avec le réseau ABC pour l'emploi du mot viol plutôt qu'abus sexuel. Et il veut poursuivre même Rachel. Il veut tous les poursuivre. Alors ça, est-ce que c'est un signal qu'il envoie qui veut limiter la liberté d'expression, intimider? Mais ce qu'on apprend, c'est que cette administration-là n'hésitera pas à lancer des poursuites contre à peu près tous les adversaires politiques possibles au cours d'une deuxième administration. Donc oui, les médias, en disant, donc on veut lancer un signal à Mme Seltzer de l'Iowa, qui avait fait paraître un sondage avant l'élection où elle donnait Kamala Harris gagnante dans l'État de l'Iowa,
par 3 points, je pense, et finalement, c'est Trump qui avait gagné l'État par 13 %. Et ce que Trump dit, au fond, c'est que en fait, ce sondage et le Des Moines Register, le journal qui a publié ce sondage, ont trompé finalement les Américains. C'est toujours la même histoire du fake news, mais Trump va peut-être un peu plus loin que la première fois, cette fois-ci, en n'hésitant pas à lancer toutes sortes de poursuites contre les médias. Donc, peut-être qu'il veut, de façon, en fait, il veut faire ça de façon à dissuader peut-être les médias pour la suite des choses de le critiquer, les sondeurs d'y penser à 2 fois peut-être avant de dévoiler des sondages qui sont un peu différents que d'autres sondages que l'on voit. Et Trump promet aussi de lancer des poursuites contre les États américains, les municipalités qui tenteraient d'aller à l'encontre des politiques fédérales qu'ils tentent de mettre de l'avant sur toutes sortes de questions, et notamment sur les questions climatiques, les questions environnementales. On parlait de Gavin Newsom tout à l'heure, il a eu maille à partir à titre de gouverneur de la Californie avec l'administration Trump la première fois, parce que Trump a lancé toutes sortes de poursuites contre la Californie qui voulait poursuivre ses politiques climatiques. Donc, on sent que Trump, bon, il le faisait déjà durant sa première présidence, mais veut peut-être aller un petit peu plus loin cette fois-ci pour empêcher justement la résistance dans le système, peu importe d'où elle provient, notamment des médias. Parlant des médias, il y a une multiplication des plateformes des médias. Les patrons plusieurs patrons de médias vont financer l'inauguration, l'investiture de... Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Puis, y a-t-il des questionnements sur TikTok aussi? Oui, notamment, il y a Amazon qui va investir $1 million dans l'investiture pour l'inauguration. Maintenant, est-ce que c'est pour avoir des droits de diffusion particuliers? Je ne sais pas, mais il y a quand même un copinage qui se fait avec plusieurs patrons. Il y a quelques jours, c'était Tim Cook de Apple qui était là. Bon, je crois que c'est pas normal. C'est pas normal que des PDG visitent des présidents. Le président Biden en avait reçu plusieurs aussi. Ce qu'il faut surveiller avec les médias, et je pense qu'il y a 2 choses. Un de vos invités, David Frum, a écrit un papier sur ça. La dernière chronique de Paul Krugman dans le New York Times aussi en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a cette peur, entre guillemets, qui existe et qu'il faudra surveiller. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on regarde, il y a quand même des codes d'écoute qui ont baissé, que ce soit MSNBC ou CNN, parce qu'il y a une fatigue, mais en même temps, c'est parce que peut-être que le ton a changé et que le ton peut-être doit changer. Est-ce qu'il doit toujours être combatif? Est-ce qu'on doit trouver une conciliation? C'est ce qu'il faudra surveiller. Et l'avenir, maintenant, on va passer aux générations, aux nouvelles générations qui peuvent pas... Parce qu'il y a quand même une gérontocratie avec Biden et Trump et d'autres. Mitch McConnell est encore là. Il y en a d'autres, là, pour vous? Moi, en fait, ce que je trouve très excitant, c'est que, par exemple, on peut parler de Maxime Frost, qui est de la génération Z, qui a été élu. On peut parler de David Hogg, justement, qui, lui, est un survivant d'une tuerie et qui se présente à la vice-présidence du Parti démocrate. C'est important parce que, si on prend cet exemple seulement, il y avait une tuerie encore hier aux États-Unis. Pourtant, ce débat d'armes à feu n'a pas été le débat le plus important de la campagne, et de ramener ces sujets qui sont importants, de ramener le sujet par exemple, des climatiques, les questions climatiques plus importantes pour les générations plus jeunes. Donc, d'avoir justement cette mixité. On parle souvent de diversité. La diversité, c'est aussi la diversité d'âge, de génération. Donc, de faire de la place à ces gens-là. Mitt Romney, dans sa dernière interview le week-end dernier, disait ça justement. Et lui, c'est pour ça qu'il quitte. Il a toutes ses facultés, mais il dit c'est le temps de laisser la place aux autres. Et je crois que c'est important et que d'autres devraient suivre le pas de Mitt Romney. En terminant tous les deux, on aura l'occasion de se reparler au cours des 4 prochaines années, c'est certain, de ce qui se passe aux États-Unis. Mais juste pour faire le bilan, est-ce qu'il y a un mot, une image, une idée qui vous vient à l'esprit, Frédéric, pour décrire l'année? Mais je rebondirais sur ce que Martine a dit. Kamala Harris a perdu cette élection-là, mais elle a souvent dit qu'il faut une nouvelle génération de dirigeantes et de dirigeants politiques. Et on va l'avoir, ça, dans les 2 partis, je pense, la prochaine fois, en 2028. Et ce sera intéressant à surveiller. Il y a aussi la jeunesse du côté républicain. Ce sont 2 visions aussi de la jeunesse, à l'image de la polarisation du pays. Et ce sera intéressant à surveiller. Merci, Frédéric. Pour moi, je crois que c'est dans le message, dans les messages qu'on utilise quand on parle à des groupes culturels ou ethniques. Il faut se rappeler que ce ne sont pas des groupes monolithiques. Donc, on peut pas avoir un message pour la communauté latino et un message pour la communauté noire. Ça ne marche plus. Il faut changer ce genre de discours. Et je pense que dans la prochaine campagne, ça sera extrêmement important. Ouais, surtout que Trump avait fait des gains dans ces communautés-là, alors que les démocrates avaient ciblé
ces communautés en pensant en faire des gains. Oui. Tous les deux, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une belle année 2025. Beaucoup d'actualités, bien sûr, à analyser du côté des États-Unis. On apprécie tellement votre collaboration à notre émission. Bon, bye-bye. Au revoir. Merci, Joyeuses fêtes. Anne-Marie. Merci. Joyeuse fête. Ben oui, joyeuses fêtes aussi.